Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, le Grand Prix de Monaco historique continue de battre son plein avec aujourd'hui les séances d'essais qualificatifs. Pour prendre le pouls, nous sommes allés à la rencontre des participants. Franco Miners sera dans quelques instants avec nous. Le Larvoto, un quartier qui monte, le complexe balnéaire se redynamise, comme vous pourrez le constater dans ce journal. Autre secteur, celui du Port Hercule qui vit au rythme des courses automobiles, des événements qui attirent du monde, surtout quand on est idéalement situé. Le directeur de l'hôtel Miramar, Gleb Srovrebov, nous livrera son témoignage. Nous ouvrons donc ce journal avec le Grand Prix de Monaco historique, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voitures d'antan. Parmi eux, un monégasque bien connu en principauté pour son amour pour la course auto. Le reportage de Vanessa Dessis sur des images d'Alexandra Marangoni. Plutôt connu dans le milieu des rallyes, Jean-Pierre Riquelme prend le départ du Grand Prix historique pour la 3e fois. Non sans mal, le monégasque avoue partir un peu à l'aventure. Sans essai ni grande préparation de l'auto, il se lance pourtant sur cet impitoyable tracé au volant d'une Gordini T16. C'est un ami qui me l'a prêté, donc surtout il ne faut pas que je l'abîme. La prise en main est un peu difficile, on va dire, parce que la voiture, ça fait depuis 1954 qu'elle ne roule plus. Donc on va dire qu'il y a un peu de mise au point à faire et c'est assez compliqué. Donc c'est-à-dire que bon, elle n'est pas compétitive du tout. Le but est de faire vivre cette voiture qui est depuis 1952 qu'elle a plus couru en Grand Prix. Mais bon, on a essayé, donc on est toujours là. On va essayer de faire les qualifs, on verra comment ça se passe, mais il y a quand même pas mal de soucis sur l'auto. Ouais. Ce triple champion de France des rallye-terres fait ses débuts en compétition automobile en 1978. Les circuits ont pour lui une toute autre saveur. Franchement, les rallyes, c'était beaucoup plus sympa. Donc ça, j'ai fait ma période, c'est fini, j'en ai fait beaucoup. C'était très très bien. Le circuit, je ne connaissais pas, donc je voulais voir ce que c'était. Mais c'est moins fun que les rallyes, franchement. Cette Gordini T16 a appartenu au célèbre pilote Jean Bérat, qui gagne à son volant le Grand Prix de France à Reims en 1952. Il réalise alors un exploit en battant à la régulière les Ferrari. Il était champion de France en moto d'abord, et puis après il est passé chez Gordini. Il a pris beaucoup de risques. Beaucoup d'accidents. Cette voiture, je l'ai rencontrée avec lui à Pau. Et chaque année, quand il me laissait des billets à l'hôtel des Pyrénées pour aller chercher des billets pour voir la course. Ce 6-cylindres de 1952 fait figure de légende dans l'histoire du sport automobile. Une bien belle monoplace, tout comme celle conduite par Franco Miners. Le résident monégasque participe au Grand Prix historique dans la série D Jackie Stewart, au volant d'une Ferrari un peu particulière. Il nous attend dans le paddock. Bonsoir Franco. Bonsoir Émilie, comment ça va? Bien, merci. Et vous, comment se sont passés les essais qualificatifs pour vous? Très bien, ou bien, disons bien, parce que j'ai utilisé mes pneus usagés, pas les pneus neufs pour la qualif, et j'ai patiné un peu trop. En effet, j'ai fait un petit tête à queue à Saint-Dévote, parce que les pressions n'étaient pas idéales, surtout sur l'arrière. Mais sinon bien, on a fait un 39,4, c'est le 10e temps. Ça va, on verra de faire mieux dans la course. On suivra ça demain. Franco, c'est un rendez-vous que vous ne manqueriez pour rien au monde, le Grand Prix historique? Non, car je suis ici, j'habite ici, je vis ici tous les jours, j'ai fait les routes de la ville tous les jours. Ça fait plaisir d'amener en plus une belle voiture comme ça. Et cette Ferrari, car c'est unique, c'est un proto, le numéro 1, la seule faite. J'aime bien la faire courir ici à Monaco, mais je ne la fais pas courir dans les courses, par exemple en Angleterre ou dans des autres pays, parce que les Ferrari, ils ont encore tous leur moteur d'origine de l'époque et on ne trouve pas des pièces. Et alors j'aime bien l'amener ici parce qu'il y a une belle ambiance, j'adore le circuit et ça fait plaisir d'entendre les bruits du 12 cylindres dans la voiture. Mais justement, racontez-nous l'histoire de cette Ferrari 312 B3 de 1972. Alors ça c'est un proto, c'est-à-dire Mauro Forghieri en 1972 cherchait de comprendre comment est-ce qu'il fallait faire pour avoir de la charge aérodynamique sur une Formule 1. Il avait trouvé la charge aérodynamique sur les prototypes, les 312 PB, avec lesquels il faisait les championnats du monde et les courses d'endurance, mais pas sur les Formule 1. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une voiture qui avait une grande surface au niveau des surfaces des carrosseries, très large, un aileron très très grand à l'avant, comme on peut voir ici,
et une surface avec un empattement très court. Oui, elle avait un surnom, cette monoplace Franco, la Spatsaneve et chasse-neige en français. La chasse-neige, dès qu'elle est sortie en 72, tous les journalistes, ils ont vu cet aileron tellement grand à l'avant et tellement elle semblait une pelle. Et alors ils l'ont appelée la chasse-neige. Et c'est devenu le nickname de la voiture. En anglais snowplow, en français chasse-neige, en italien Spatsaneve. Et quelles sont les sensations au volant de cette monoplace ? Elle est géniale à conduire, elle est très vive. Impressionnant, c'est les moteurs et les régimes de rotation quand il tourne à 12 500 tours. Les bruits, il est très très pointu, mais très beau à entendre. Et de pouvoir rouler sur le circuit mythique du Grand Prix de Formule 1, c'est excitant aussi. C'est très excitant, c'est très spécial aussi parce que, à différence des autres circuits dans tout le monde, Monaco, il y a tellement de couleurs. Les publics, les maisons, les affiches. Dans les autres circuits, il y a des grands espaces et c'est pas si... les choses ne passent pas si vite comme à Monaco. À Monaco, il y a tellement de choses, il faut faire attention à ne pas se distraire et à se rappeler du métrage où il faut freiner, où il faut ralentir, où il faut accélérer. Donc c'est un Grand Prix totalement différent des autres. Franco, vous avez une carrière assez riche. Vous avez collaboré avec Enzo Ferrari. Oui, en 86, j'étais présenté à Enzo Ferrari et on a fait un contrat, j'étais devenu consultant pour tout ce qui était course, voiture GT, production et sport, c'est-à-dire pas Formule 1. Et c'est comme ça qu'à l'époque, j'avais inventé les Ferrari Challenge pour mettre sur le circuit les voitures de production. On a fait les courses avec les F40, c'est-à-dire j'ai transformé les F40 en voitures de course pour faire d'abord les championnats italiens. Après, on a construit 348 LM pour faire les 24 heures du Mans et les championnats BPR. Après, les championnats GT et FIA, et comme ça. Donc, il m'a fait confiance et on a fait des grandes belles choses. En espérant donc que Ferrari vous porte chance pour ce Grand Prix historique de Monaco. Merci infiniment, Franco Meiners, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, ce Grand Prix historique, c'est l'histoire des courses automobiles réunies en un seul lieu, un véritable musée à ciel ouvert qui attire de nombreux passionnés, mais également des curieux. Le retour des touristes en principauté se fait-il ressentir chez les commerçants ? Vanessa Dessy est allée à leur rencontre pour le savoir. On est impacté en tant que librairie scolaire parce que depuis l'année dernière, on va dire le collège Charles III et le lycée ont les livres en numérique, ce qui pour nous est une énorme perte. On ne ressent pas encore trop, par exemple, les croisières, ou bon, qui sont peut-être, je ne sais pas à quel taux de remplissage elles sont ou quoi. Bon, et c'est vrai que c'est un peu, disons, peut-être une des causes. Bon, maintenant, j'espère que ça va aller mieux, oui. Tout doucement, la vie reprend avec une activité plus ou moins normale. Les 3 Grands Prix nous aident beaucoup pour augmenter notre capacité de travailler. Très bien, très très bien. Clientèle locale, toujours fidèle, une activité qui se porte bien. On ne peut pas trop se plaindre de la période Covid parce que nous, on était toujours connectés, on avait nos clients qui nous consultaient toujours. Et on a fait de très bonnes affaires. On est quand même content de voir que la vie reprend en principauté et qu'on retrouve une activité quasi normale. Une note d'optimisme pour terminer cette série de témoignages. Du Grand Prix historique, on passe au e-Prix. Bonsoir Julia Vial. La 7e course de la saison s'est déroulée aujourd'hui à Berlin. Eduardo Mortara a décroché la pole position en qualif. A-t-il réussi à conserver cette première place, Julia ? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Le pilote de chez Venturi a effectivement confirmé sa pole position en remportant cette 7e course de la saison devant le Français Jean-Éric Vergne, 2e, et Stoffel Vandoorne, 3e. L'autre pilote de chez Venturi, Luca Di Grassi, termine lui à la 21e place. À noter, Émilie, que sur ce tarmac d'aéroport, les pilotes sont confrontés à un véritable défi avec le béton à forte adhérence qui a une lourde influence sur les niveaux d'énergie et sur les stratégies de course. Je vous rappelle que ces 2 e-Prix à Berlin sont considérés comme de courses indépendantes, les pilotes empruntant la piste dans un sens ce samedi
puis dans l'autre demain. À Monaco, les salariés de la Société des bains de mer étaient en grève pour défendre leurs conditions de travail. Les salariés de la SBM se sont en effet rassemblés aujourd'hui sur la place d'Armes de Monaco. Ces manifestations en principauté durant le Grand Prix historique ont pour objectif d'obtenir la revalorisation des salaires, un salaire de base mensuel brut de 2 250 €, mais aussi de meilleures conditions de travail pour tous les salariés de la SBM. Ces grèves interviennent après la période compliquée vécue par le secteur hôtelier à cause de la crise sanitaire. La SBM a tenu à rappeler que le dialogue social a toujours été maintenu et plusieurs projets sont d'ailleurs à l'étude pour permettre aux salariés de retrouver de la sérénité. Dans un tout autre domaine, une nouvelle exposition est à découvrir à partir de lundi. Elle est dédiée au mode de transport à l'époque du prince Albert Ier, Julia. Intitulée Un prince en mouvement, cette exposition est organisée sur le parvis Sainte-Dévote dans le cadre du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Elle évoque en 10 photographies inédites la mobilité et les différents modes de transport au temps du prince Albert Ier. La gare de Monaco était donc le lieu idéal pour illustrer la prédilection du prince Albert Ier pour les moyens de locomotion et plus particulièrement, Émilie, le train qu'il a d'ailleurs vu arriver à Monaco en 1868. Les photographies resteront en gare de Monaco jusqu'au 31 août prochain. Merci Julia. Inauguré il y a bientôt 1 an, le nouveau complexe balnéaire du Larvoto fait l'unanimité. Touristes, baigneurs et commerçants y trouvent leur bonheur. Frédéric Elion et Sylvain Péroumal sont allés à la rencontre de 2 enseignes récemment installées sur l'esplanade. C'est un quartier qui devient incontournable en principauté. Le Larvoto et son nouveau complexe balnéaire attirent aussi bien les touristes que les résidents. L'endroit est aussi stratégique pour les commerces. La boulangerie et pâtisserie Costa s'est délocalisée de quelques mètres pour ouvrir un nouvel espace de presque 100 mètres carrés sur l'esplanade du Larvoto. Moi j'ai vu Monaco évoluer énormément. J'ai vu Fontvieille se créer, j'ai vu le stade Louis II se créer, j'ai vu maintenant c'est le Larvoto. Monaco va très vite, mais je suis très fier de ce qui a été fait. Et je trouve que le Larvoto est une réussite conviviale, architecturale parfaite. Le Larvoto, c'est aussi une histoire de famille. Après le Larvoto Gym Center créé en 2003, Claude Serra et son fils Guillaume se lancent dans une nouvelle aventure, Fit Factory. Une salle de sport de 630 mètres carrés, capable d'accueillir 30 personnes à la fois pour la partie musculation, avec 17 machines pour le côté cardio et 4 coachs. Ce nouvel espace vient tout juste d'ouvrir ses portes. On a créé un espace de musculation qui est très grand, on a créé un espace de spinning aussi qui va être mis, pour l'instant il n'est pas opérationnel mais qui va bientôt démarrer, avec des vidéos, des cours collectifs, un espace aussi de coaching qui est de l'autre côté. Vous avez la mer d'un côté et la mer de l'autre. C'est vraiment exceptionnel. Je trouve que le cadre est exceptionnel et ça donne envie de faire beaucoup de choses et surtout de faire du sport. Plus d'excuses donc pour ne pas faire de sport avec un tel cadre, surtout avant le début de l'été. Autre quartier qui se redynamise, la Condamine. Nous en parlions dernièrement sur notre antenne avec l'arrivée de nouvelles enseignes. Le Port Hercule fait partie intégrante de ce quartier. On y retrouve des restaurants, mais également des établissements hôteliers. L'hôtel Miramar est l'un d'entre eux. Il connaît un nouveau souffle depuis quelques mois. Son directeur est avec nous ce soir. Bonsoir Gleb Tsrovrebrov. Bonsoir Émilie. On peut dire que vous êtes idéalement placé pour le Grand Prix historique, mais aussi pour le Grand Prix de Formule 1. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas grand-chose de mieux que chez nous. Là, vous avez vu directement sur le circuit? Sur les deux côtés, oui, il y a Avenue d'Ostend qui passe d'un côté et le quai de Kennedy de l'autre. On a une vue presque 360 degrés. Est-ce que les clients sont au rendez-vous, Gleb? Oui, bien sûr, l'hôtel est complet pour les 2 événements et notre rooftop bar est aussi en pleine demande. L'hôtel a été rénové. Quel est l'esprit que vous avez voulu apporter depuis sa rénovation? L'hôtel était rénové en gardant l'esprit marin, vu le nom déjà Miramar, en plus l'emplacement vraiment pied dans l'eau. Et aussi on s'est inspiré un peu des alentours. Et dans le concept, ce qu'on voulait donner dans l'hôtel, c'est le fait d'avoir les prix vraiment raisonnables, mais la qualité plutôt qui se rapproche des 4 étoiles, parce que je trouve qu'à Monaco, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas
une sorte de boutique hôtel, mais qui ne serait pas trop cher. C'est aussi un établissement très intimiste, hein. Oui, c'est sûr, grâce au fait que nous avons que 14 chambres, on peut toujours donner une approche très personnelle à tous nos clients et eux, ils apprécient cette approche forcément, oui. Vous l'avez précisé tout à l'heure, Gleb, les lieux ont été conçus pour profiter au maximum du beau temps et de la vue, hein. Oui, toutes les chambres ont la vue de la porte et de Palais Princier, donc même la plupart ont des balcons aussi. Et c'est sûr qu'il n'y a pas... C'est impossible de ne pas profiter de beau temps de notre Sandec, notre terrasse qui est baignée de soleil. Oui, une terrasse que vous venez d'inaugurer, équivoque. C'est un lieu vraiment unique où la carte attise notre curiosité, hein. Oui, c'est sûr, équivoque est unique dans plusieurs aspects. C'était toujours banal de prendre un cocktail, donc chez nous, un cocktail, c'est une expérience. Et Equivoque, c'est un bar qui ouvre les portes de multisensoriel et des émotions. Nous avons allié la qualité des produits locaux avec la créativité de notre équipe en inaugurant la première carte parfumée au monde. Et donc maintenant, notre mission, c'est de devenir ambassadeur de Principauté dans le monde des boissons. Un dernier mot, Gleb, j'imagine que c'est vraiment un plaisir de revoir la Principauté vivre ainsi, hein. Ah, c'est sûr, et c'est le sentiment que j'entends aussi de tous mes collègues des autres hôtels et restaurants. Tout le monde est très optimiste de cette saison et tout le monde est très heureux de revoir les touristes revenir de tous les coins du monde, bien sûr. En tout cas, on vous souhaite une très belle saison. Merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci, pareil à vous. Nous retrouvons Julia Vielle pour un dernier point sur l'information. Julia, vous teniez à nous parler de l'éco-rando organisé le 21 mai prochain. Decathlon Monaco et l'association Stand Up for the Planet organisent en effet une petite escapade de 5 km en bord de mer sur le sentier littoral de Cap d'Aille. L'heure de départ est à 9h30 pour une durée de 2 heures. Cette éco-rando, Émilie, est accessible à tous. Son objectif concret, prendre soin des terrains de jeu en alliant la pratique de la randonnée tout en ramassant les déchets. Concernant l'organisation, rendez-vous 20 minutes avant le départ pour le briefing, la remise d'équipements ainsi que pour la validation de votre inscription. Et justement, pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Decathlon Activités. Et puis chaque été, la cour d'honneur du Palais Princier accueille l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour des concerts en plein air. La billetterie pour la saison 2022 est désormais ouverte, Julia. Ces concerts estivaux auront lieu précisément les dimanches 17, 24 et 31 juillet, ainsi que les 4 et 7 août à 21h30. Cette idée de concert dans la cour d'honneur du Palais Princier est née, Émilie, en 1959. Elle renoue avec une tradition séculaire des Grimaldi, protecteurs des arts et de la musique en particulier. Pour réserver vos places, rendez-vous à la billetterie de l'Atrium du Casino ou bien par téléphone au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran ou encore par email à atrium@opmc.mc. Et enfin, avant de nous quitter, quel temps fera-t-il demain ? Un temps un peu triste, il faut le dire, est attendu pour ce dimanche 15 mai. Il y aura beaucoup de nuages sur les hauteurs de la Principauté. Les températures seront-elles douces et comprises entre 16 et 22 degrés. Concernant la sainte du jour, demain, nous fêterons les Denises. Pas forcément la meilleure météo pour profiter du week-end, mais les températures restent agréables. C'est tout l'objet de nos photos de fin de JT ce soir, photos signées Michael Alési. Rendez-vous demain dès 8h15 pour suivre en direct sur Monaco Info la 13e édition du Grand Prix de Monaco historique. Quant à nous, on se retrouve à 20h pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.